En fait, ils mettaient les moutons là parce qu'ils partaient en transhumance dans la montagne derrière. Ok. Oui, d'où le On a fait chassé les moutons hors du lieu. Pour y mettre- C'est mon sport préféré en ce moment. pour y mettre des goats. Ouais, ouais, oh putain. Il y a quelques semaines, on s'est rendu à Marseille pour aller discuter avec Alonso. On a eu la chance de passer du temps au mythique studio de la Cosca, accueilli par Akhenaton en personne. Forcément, on n'a pas pu s'empêcher de discuter avec Chill. Voici quelques extraits de cette discussion informelle mais précieuse à nos yeux. Ici, on est à Cosca, quand même un lieu historique dans le rap marseillais, dans le rap tout court maintenant, on peut le dire. Et avant que ça commence, je te posais la question et tu me disais qu'en fait, vous avez investi ici en 98, Ouais. en fait, post-succès, en plein dans le succès de l'école du micro d'argent. Donc ça fait quand même quelques années que ça existe. C'est aussi là, du coup, les psychiatres et donc Alonso ont fait un peu leurs premières armes. Et moi, je me souviens que vraiment, quand je commence vraiment à suivre le rap français, c'est à cette époque-là, à la fin des années 90. Et je suis très client de ce que fait 361 Records. Donc j'ai toujours associé la Cosca à ce label-là. Ah oui, oui. Est-ce que c'était là, en fait, que tout le monde se retrouvait, aussi bien les psychiatres, les chiens de paille, toi, l'Algérino, enfin, Saïd? Tout le monde était ici. Ok. En fait, c'était une sorte de lieu à la fois où on isolait ceux qui travaillaient vraiment, qui travaillaient sur des projets. Ils étaient vraiment dans la partie studio. Ils n'étaient pas embêtés par tout le monde, mais tous les artistes venaient aussi lorsqu'ils ne travaillaient pas sur des projets ou alors lorsqu'on préparait des tournées. Ça nous est arrivé de répéter des émissions de télé ou des tournées comme la Cosca Team en tournée, répéter ça ici. C'est un lieu de vie qui restait un lieu de vie. Alors même s'il y a Kayam réellement maintenant, ça reste un lieu de vie. Ça reste un lieu de vie d'autant plus important que beaucoup d'artistes de l'époque passent de temps en temps. Ok. Je passe, viens boire un café, Ok. je reviens. Donc c'est un endroit qui a compté, mais pas que pour nous, qui a compté pour beaucoup de personnes. Et voilà, je pense que l'outil, c'est important quand on fait du rap. De bien se sentir quelque part aussi. Bien sentir quelque part et pouvoir être autonome. C'est-à-dire que dans des années, on va dire, budgétairement compliquées, l'outil nous a permis de traverser ces années complexe en étant complètement autonome dans ce qu'on faisait. Et on a fait ce move-là très tôt, très jeune. On était assez mûrs sur des tas de trucs. Alors peut-être comme des enfants des années 70, tu sais, notre génération qui est au-dessus de la tienne, je suis quand même presque 20 ans au-dessus de la tienne, quand on était jeunes, nos parents, ils nous laissaient vraiment faire ce qu'on... C'était un peu plus insouciant comme période. Insouciant, on faisait un peu ce qu'on voulait. Et on a eu ce côté très autonome, très jeune, c'est-à-dire à 17-18 ans, on voyageait, on partait à New York, on revenait et ça. Et ce souci un peu que peut-être l'oncle Chou a insufflé, martial, de côté militaire, d'organisation. Et on a toujours eu ce côté-là qui nous a peut-être des fois causé du tort dans des trucs où on manquait de souplesse, mais aussi avantagé sur beaucoup d'aspects aussi. Le côté, tu sais, lieu de vie avec tout le monde qui vient, est-ce que parfois ça te manque? Parce que forcément, avec le temps, chacun prend sa vie aussi. J'imagine qu'on est moins tout le temps ensemble. Ou peut-être que c'est pas le cas, il y a encore IAM tous les jours ici. Mais est-ce que ça te manque le côté lieu de passage où il y a Veust, moi j'imagine Veust dans un coin là-bas, l'Algérino ici, Sako là-bas. Enfin, est-ce que c'était comme ça? Et est-ce que ça te manque? Oui, c'était le quotidien. C'est forcément ce qui manque. À un moment donné, quand on regarde dans le rétroviseur, ce qui va manquer, c'est les années qui passent et les bons moments. Parce que heureusement, le cerveau humain est sélectif, il retient que les bonnes choses. Mais on a la chance de vivre encore quelque chose qui est assez similaire. Parce que les murs, le lieu est strictement pareil. Et il y a toujours du monde ici. C'est-à-dire que on n'est pas, avec Ayam, on n'est pas des artistes qui resteront à la maison. Et même quand on n'a rien à faire, on est là. On fait des sons, on fait des morceaux qui partent à la poubelle. Vous restez encore à chiller au studio finalement, comme quand vous êtes... Oui, Ok. c'est vraiment le lieu de vie d'Ayam. Après, comme on se le disait dehors, c'est vrai que l'essentiel de nos vies, c'est détourné. Et donc, on est très, très souvent plus dans cette pièce, à la limite. Oui, moi, je suis très souvent à côté parce que je fais la compo et que je prépare des albums, tout ça. Mais c'est vraiment la pièce ici où je veux dire ça bouge pas. C'est tout le temps là. On vient, on débranche, on repart, on débranche. Par exemple, on va répéter pour le concert du Stade Vélodrome en juin. Et puis après, on va faire les festivals. On va peut-être revenir répéter avant les festivals pour écourter la liste, pour éditer les morceaux.
on part pas en tournée comme ça sur des décisions. Je pense que on fait en sorte de faire les choses bien et que tout soit décidé démocratiquement, que tout le monde valide l'histoire. Ok. Ou alors à la majorité. Ça, Ok. c'est le côté Martial d'Ayam. C'est-à-dire, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne pas être d'accord avec la décision, mais de faire comme si j'étais d'accord. Est-ce qu'il y a Parce eu que des j'étais en morceaux? minorité. Est-ce qu'il y a eu des morceaux que tu n'aurais pas voulu sortir, par exemple, mais la majorité l'a emporté? Je sais pas. Peut-être pas des morceaux, oui, dans des choix de tracklisting d'albums, oui, Ok. des morceaux qui ne sont pas sortis et que j'aurais aimé écouter dans les albums, ça, forcément. Hmm. C'est des votes. Après, même surtout des moves, des décisions sur des interviews, des concerts à tel ou tel endroit. Ça, tout est décidé ensemble. En équipe, ouais. Tout est décidé en équipe. Et est-ce que Demain c'est loin est le plus grand morceau de tous les temps ou pas? Je ne sais pas si Demain c'est loin Mais est le non, plus je grand sais que morceau t'es de tout le un, temps. mais on peut se le dire. Non, mais en tout cas, c'est un morceau qui a marqué beaucoup de gens. Et de gens de grand public ont l'impression que c'est le Mia, le classique d'Ayam, alors que le classique d'Ayam, l'ultra classique d'Ayam, c'est Demain c'est loin. Ah ouais. Enfin, les Et deux nous, sont classiques, on mais- l'appelle le classique des classiques parce qu'en fait, c'est un morceau, contrairement au Mia, Demain c'est loin a marqué une génération. Il a, je parlais encore avec Youssef Swat, Ah oui, j'allais te parler de cette vidéo où il il n'y a a pas fait. longtemps, je l'ai Ouais. remercié, mais il connaît le morceau. J'étais étonné de voir combien de jeunes de tas de générations connaissent ce morceau par cœur. Peut-être le morceau miroir aussi, La fin de leur monde, Mhm. il est dans le sillage aussi de Demain c'est loin. C'est surtout le format en fait qui est atypique à l'époque, c'est que avant que Lil Wayne fasse son morceau de 17 minutes, ou même moi récemment, le morceau de 19 minutes, et d'autres rappeurs, ce morceau-là, il est hors format. Et là où je suis fier sans prétention aucune, c'est que des fois avec Ayam, on a cassé des barrières. Je parlais de la musique arabe sur laquelle on samplait, on rappait, mais on a rappé sur de la musique africaine, on a rappé sur des tas de trucs alors que Hmm. personne ne faisait à une époque. On a fait le Ouais. premier double Electro album, Cypher. Electro C'était Cypher, un projet qui était bizarre à l'époque Ouais, pour très les bizarre. gens, alors que bon, c'est. et le double album Ouais. d'Ombre et Lumière. Ouais. Avec tout, quand on arrive à la maison de disques, on dit non, pas de double album. Bah, peut-être après Tupac a fait son double album, Bien sûr, donc ouais. on était quand même précurseurs. Et sur les morceaux longs, on nous disait, mais c'est pas un format, ce format-là, il s'y est pas. Et au contraire, il crée quelque chose qui est ancré dans la tradition du rap. La tradition du rap, elle est ancrée dans une tradition ancienne, que ce soit des traditions africaines ou des traditions du Moyen-Orient. Quand au Moyen-Orient, tu as des déclamations scandées sur du rythme et qui durent des 20 minutes, 25 minutes, c'est dans la tradition de ces morceaux-là qu'on s'inscrit. On n'a rien inventé, on perpétue juste une tradition humaine, en fait. Ouais. Voilà, on est à Marseille, bien sûr, et je trouve qu'Alonso, tu sais, si on veut grossir le trait, il y a un peu peut-être deux âges d'or, peut-être. En tout cas, âge d'or, c'est toujours un peu compliqué, mais à la fois commerciaux et artistiques, on va dire celle de la fin des années 90, tu sais, où ben, c'est un peu l'époque côté obscur, IAM, Funky Family, tous ces artistes-là qui vraiment, Marseille est un peu sur le toit du rap français. Et puis bien sûr, la période, on va dire, post-2014-2015 avec Jul, tu vois, Ouais. qui lui, en tout cas, il y avait des artistes avant, bien sûr, qui étaient talentueux. Je pense à des gens comme Mino, etc., vraiment, qui étaient forts à Marseille, mais qui n'ont pas eu le succès que Jul la lumière, en tout cas, il a remis sur la ville. Et c'est vrai qu'Alonso, lui, il est un peu il fait le lien entre toutes ces générations-là. Comment toi, de ton point de vue, tu as vu aussi, tu sais, cette espèce de nouvelle, avec un nouveau son aussi, que Jul a apporté, tu sais, un son parfois plus festif, tout en gardant le côté très mélancolique, Ouais. très méditerranéen et très propre à cette ville-là. Comment tu as vu, toi, cette exposition-là? Et puis vous avez collaboré après ensemble, en plus. On sur a Très collaboré par la suite. Je trouve qu'en plus de ça, il y a eu beaucoup de méchanceté vis-à-vis de cet artiste-là. Au début, ouais. Où beaucoup de gens le raillaient à l'époque. Et c'est quelqu'un qui a. Alors justement, il n'a pas plié les roseaux, il a plié les arbres, Jul. Et je trouve que c'est un sacré tour de force. Et de le voir autour du monde, hein. C'est pas qu'il Bien sûr. il représente l'image de Marseille. Autour du monde. Dans la culture et dans la connaissance des morceaux, j'ai une pauvre culture et une pauvre connaissance des morceaux. Mais c'est pas que Jul, là, c'est tout le rap français en général. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que c'est artistiquement, humainement, c'est quelqu'un qui est vraiment. J'étais très content de le rencontrer, de le connaître à travers
à travers la collab dans le morceau, même si j'étais un peu dur au début parce que je leur disais oui, il n'y a pas de souci, je viens, mais il faut qu'on fasse un morceau qui corresponde à nos critères sur le rap au niveau des trucs. Et lui me dit ouais, mais alors viens, on reprend un classique d'Ayam. J'ai dit non, il faut reprendre un sous-classique, c'est-à-dire pas un classique de premier ordre. Si on s'attaque à du Petit Frère ou à du Né sous la même étoile ou quoi, c'est de suite il va te juger par rapport à la version originale. Si on reprend un truc un peu moins connu, et on oscille entre Independenza et Marseille la nuit. Et c'est le côté Marseille la nuit qui l'a emporté. Et quand Fahar il a fait le refrain, qui est d'ailleurs génial, quand Fahar a fait ce refrain-là, lui aussi c'est un super artiste, et puis il est là depuis une époque. Puissance Nord, c'est pas un groupe qui a été très valorisé dans l'histoire, mais qui a apporté énormément au rap marseillais, énormément, parce qu'ils sont là depuis une époque reculée comme les Psychiatres, hein, c'est pareil. Quand il a commencé à faire l'autotune, j'ai cette image, j'étais assis dans le canapé derrière, ils étaient tous à la console et ils se sont tous retournés vers nous. Ils se sont tous retournés, ils nous ont regardés comme ça. Et j'ai dit, mais il y a beaucoup de gens qui croient des choses, j'ai pas de barrière. Ouais. Oui, on t'a prêté parfois des convictions en mode, lui il va pas aimer, il va être que dans le rap à l'ancienne, etc. Ou une certaine esthétique de rap, alors que t'as souvent dit que c'était pas le gardien du temple, toi. Enfin, non, t'aimes un certain type de rap. Mais... C'est ou c'est à mon goût bien fait, ou c'est pas à mon goût et pas bien fait. Il s'avère que très souvent, l'autotune, c'est pas à mon goût. Mais c'est un ensemble, tu vois. C'est l'instru, c'est comment le plug réagit aussi. C'est sûr que, par exemple, dans les albums de Tory Lanez, c'est bien utilisé parce que pour lui, c'est une couleur qui donne à... C'est quelqu'un qui sait chanter. Aussi, exactement. Il n'a pas besoin de ça pour bien chanter, Tory Lanez. Voilà. Ça me gêne un peu plus quand c'est l'inverse. Ouais, ok. Je l'entends travailler différemment, donc ça me gêne un peu plus. Ouais. Et puis je suis un enfant, je suis un adolescent, parce qu'enfant, j'étais à la campagne, j'étais dans un village à côté d'ici, mais à mon adolescence, j'étais à Belzunce, au centre-ville, La Plaine, Camille Pelletan. Et ce plug-là, il me rappelle quand j'étais gamin, que je remontais la rue d'Aix et qu'il y avait tous les vendeurs de cassettes, le rail. Ouais. Et en fait, le rail utilisait le vocodeur. Oui. Donc la talkbox, c'est un peu différent, mais l'effet un peu pareil. Robotisé. Voilà. Ouais. Donc le rail était très en avance sur le rap. T'as écouté beaucoup de rail en plus, toi. J'ai écouté beaucoup de musique. J'aime plus la musique classique arabe que le rail. Mais dans le rail, par exemple, des artistes avec qui j'aurais aimé collaborer, comme Lounès Matoub, c'est vraiment... des fois, j'avais des frissons quand j'écoutais les morceaux, surtout après ce qui lui est arrivé. Et bien sûr, Monsieur Khaled, hein, c'est vous avez collaboré en plus. Ah oui, plusieurs fois. Pour le coup, vous avez collaboré, Plusieurs fois. C'est artistiquement un niveau très difficilement égalable. En vrai, quand tu regardes, c'est absurde que l'école ait autant marché. Les singles, c'est des singles de rap. Tu vois, c'est vraiment... c'est pas normal, même, tu vois. C'est un trou noir, une vacuité dans la variété française. À ce moment-là. Ah oui, tu penses que vous avez bénéficié d'un moment décliné. Ils n'avaient pas de matière sur les radios. Il n'y avait pas autant de musique anglophone, bizarrement, à cette époque-là. Et regarde, tout a changé indirectement. Dès qu'ils ont refait les comédies musicales derrière, hop, ils ont recréé après 98-19. Ouais, en 2000-2001. Ils ont recréé une génération d'artistes de variété. Et en fait, je pense que le rap, à ce moment-là, il a occupé une place. Et puis c'était bon comme aujourd'hui d'ailleurs, mais c'était la pop de ta génération à l'école, les gamins. C'est les premiers vrais succès. Enfin ça, il y avait un album disque d'or, tu sais, genre Arsenic, tu vois, Fab. Tu vois, il y avait vraiment un truc où les albums marchaient, il y avait des morceaux qui tournaient à la radio. Doc Gynéco, bien sûr. Nous, quand on a fait l'école du micro d'argent, sans méchanceté aucune, mais à l'époque, Laurence Touitou, qui est une amie et la directrice du label, elle nous a dit Chill, il est terrible l'album, mais c'est un album pour génération. Et elle était contente, elle a dit écoute, si on fait 100, 120 000, c'est génial et tout ça. On a fait 120 000 le premier jour. Ouais, c'est fou, hein. Un jour. Incroyable. Et le million, vous l'avez atteint au bout de quelques années ou... Non, assez rapidement. Les tournées, elles ont vraiment multiplié les ventes. Les 2 millions, là, je crois qu'on les a passés il n'y a pas longtemps. Ah ouais, ok. Purée, c'est fou. Mais toujours sur du physique. L'album, il sort jamais du top 100.
tout le temps. Puis on vend beaucoup de vinyles aussi dessus. On vend énormément on réédite beaucoup de vinyles de l'époque. Moi, j'ai une question, purement personnelle. Ton album solo préféré? Est-ce que c'est Metek et Mat ou... C'est très dur à dire. Si je vais parler de sentiments, je vais te dire Metek et Mat pour une simple et bonne raison. Je l'ai enregistré, alors j'étais très seul. Je l'ai enregistré en Italie, j'étais perdu au village et tout. Coincé entre match de foot, bonne bouffe et studio. Et puis la fierté énorme que mon père vient de me chercher. Il est descendu en voiture jusqu'à Naples. Et je suis remonté en voiture avec mon père. Et pour moi, c'était quelque chose de terrible. Parce que moi, je rappelle depuis 84, ça faisait déjà 11 ans. 11 ans, ouais. Et enfin, j'avais l'impression que mon papa, il comprenait ce qui se passait, qu'il reconnaissait ce qui se passait. Et je sais que mon père adorait cet album. Donc, Mais est-ce que c'est pas même le premier album de rap français personnel, en vrai? Je dis pas qu'avant, mais où là, t'es vraiment plus dans l'intime, tu parles de choses très perso, très spirituelles. Il n'y avait pas ça dans le rap français avant, si je dis pas de bêtises. Non, et puis c'est ce genre de risque qu'on aime prendre. Après, moi, je suis issu d'une culture un peu mélangée entre la soul et aussi la folk, les artistes comme Joan Baez, comme Crosby, Stills, Nash Young. Ma mère écoutait ça, les chansons très engagées, très à gauche, très militantes. Et tu pouvais... regarde, il y avait un morceau, C'est clair, je suis sombre, qui parlait des vaccins. Ouais, c'est vrai, oui. C'est vrai. Comme quoi, c'est pas une lubie de dernière minute. Je suis pas le complotiste d'avant-hier soir. Non, c'est fou. Ce qui est fou, c'est aujourd'hui, c'est la fenêtre d'Overton. C'est la fenêtre d'Overton qui se déplace et qu'avec les mêmes morceaux, si tu chantais les paroles d'Ayam aujourd'hui... Tu penses qu'Ayam, il y a plusieurs, La société se crisperait parce que les gens ne connaissent pas la totalité des morceaux et ne comprennent pas ce qui est dit dans les morceaux. Un morceau comme Côté Obscur, il est perçu que juste Star Wars. Oui, non, bien sûr. Plus complexe dedans. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est très dur de choisir un chouchou dans une discographie. Non, mais des fois, il y en a un qui s'impose. Tu vois, des fois, quand on a un qui est vraiment meilleur que les autres et d'autres qui sont... Mais toi, c'est peut-être un peu plus compliqué. Moi, j'adore Sol Invictus aussi. Ouais, mais je vais choisir Metek et Mat si je dois choisir, mais j'adore Sol Invictus. Les Sol Invictusiens, ils sont un peu plus perchés, les gens qui... Mais moi, juste déjà, parce que j'aime bien l'album, mais pour un morceau, Quand ça se disperse. Ah, Quand ça se disperse, pour moi c'est un des plus grands morceaux. Merci beaucoup, ça me fait plaisir parce que moi, j'ai un amour pour ce morceau très particulier. Je l'ai joué en 2015. La seule fois où je l'ai joué. Ah ouais. Okay. Mais moi, j'étais content parce que tu l'avais mis sur ton double chill best-of. Ouais. Donc ça, il le met, donc ça veut dire qu'il compte pour lui parce que c'était pas un morceau... Il compte parce qu'il raconte des... Tu sais, des fois, pour moi, écrire des morceaux de rap et des morceaux introspectifs comme Mon texte savon ou ça, c'est juste raconter ce qu'il y a au fond de mes yeux, ce que j'ai vécu. Donc je décris juste quand ça se disperse, c'est l'adolescence, c'est qu'à un moment donné, tu réalises et tu réalises que d'un coup tu es adulte, c'est fini. Et tu retrouves ça dans un morceau d'Ayam qui s'appelle Après la fête. Oui. Et dans Après la fête, tu retrouves le goût de quand ça se disperse, c'est ce souvenir d'être sur les motos ici en été, torse nu, les copines derrière, les trucs. Oui, les trucs qui sont perdus en fait. C'est perdu. Ouais, exactement. Je pense que la vie, c'est ça. C'est un train qui avance, il faut accepter que les choses, elles changent. Mais tu peux être nostalgique. Nous, les Napolitains, on est comme les Arabes. C'est la Méditerranée. Comme les Arabes, les Berbères, qu'ils soient musulmans ou juifs. C'est-à-dire que ce sont des peuples qui sont énormément tournés vers ce qu'ils ont vécu. Et quand tu perds beaucoup de gens que tu aimes, qui ont fait ton enfance, tu le deviens encore plus. Tu vois. J'écoutais récemment la version de Gladys Knight de Where We Were, qui est le morceau de Barbara Streisand. Ma mère, elle écoutait ça quand elle était jeune, donc ça me rappelle ma mère. Et The Way We Were, c'est la chanson nostalgique par excellence, parce qu'elle parle de photos étalées, qui raconte la manière dont on vivait avant. C'est un très beau morceau. Ben moi, je trouve qu'il y a un autre morceau qu'on cite peu, qui arrive plus tard, c'est Canzone di Malavita, sur Soldat Fortune, qui est aussi un morceau genre vraiment très mélancolique, nostalgique, que je trouve incroyable. Vraiment. Des morceaux attachés aux racines, un peu attachés aux racines napolitaines. Et on a eu la chance de jouer à Naples. Tu sais qu'on a joué à Naples pour, je crois, Gomorrah saison 3. Donc, improbable. On a joué avec des tas d'artistes italiens et j'étais ému de l'accueil de la jeunesse des jeunes de Naples et tout.
Akina, Akina, grande, Akina. Les autres se moquaient de moi. Et on a joué avec Pino Mauro. Et lui, il fait la Canzone di Malavita. Canzone di Malavita, c'est un peu... C'est un genre en fait. C'est un genre, je veux dire, comparé au Narco Corridos au Mexique, tu vois. Ça raconte des histoires de mafieux, de la mafia, de crimes réels dissimulés sous de noms. Et il a un morceau qui s'appelle Fuorilegge, le hors-la-loi. Et on était dans un concert de rap, donc tu devais avoir 6000 gamines et gamins. Et lui, il est arrivé, costume blanc, choker en or, lunettes comme ça, des casals énormes, cheveux blancs. D'un coup, il y a eu le silence. Comme dans la musique arabe, les tenues de cordes. Brigadier, la cigarette. Oh, écoute-moi, tous les gamins et les gamines, 6000 qui chantaient. J'étais comme ça. Ah ouais, incroyable. Et en fait, la Canzone di Malavita, c'est vraiment un genre qui est ancré en Italie du Sud. Ok, incroyable. Et pourquoi vous aimez autant Maradona à Marseille? Moi, c'est perso, moi j'aime Maradona. Toi, bien sûr, toi, il y a le côté... À cause de Naples. À cause de Naples, bien sûr. Mais j'ai l'impression que même indépendamment de ça, il avait une parole qui... Il y avait un truc à Marseille qui a plus résonné qu'ailleurs, j'ai l'impression. Je pense que c'est son côté anticapitaliste, antilibéral. Et puis il a failli signer... Voilà. Je sais pas si c'est vrai, oui, mais bon, en tout cas, il y avait ce truc-là, que Tapi avait... Non, je ne vais pas te parler de ses phrases, ça ne m'intéresse pas, mais... mais ça fait partie du côté aussi irrévérencieux, qui rentre pas dans le moule du personnage, quelque part. Et ouais, je pense qu'il s'est fait bien piéger à Naples sur ça. Ouais. Il est arrivé à Naples dans des années très, très difficiles. Ouais, c'est clair. Donc, mais c'est un personnage qui est... Je pense qu'il y a un peu le respect que je peux avoir pour Eric Cantona, qui dit ce qu'il doit dire au moment où il doit le dire. Oui. Et nous, on a un peu ce côté-là avec Ayam. Hein. Bah oui. Il y a des gens qui découvrent, mais... Mais vous l'avez toujours eu. Voilà. Même quand vous venez jouer une Independenza, tu vas cagouler. En fait, c'est... Victoire. Bah oui. Même quand Victor... Tu pourrais plus le faire maintenant. Tu pourrais plus le faire. Tu rentres cagoulé en treillis, il te tire dessus immédiatement. Même quand vous jouez ça chez Blanc à la place du Mia, en vrai, c'est quand même un signal fort. C'est une grosse dispute, Mais oui, c'est un signal fort et en même temps, c'est des trucs, tu vois, que sur la longueur, ça ne nous a pas réellement ennuyé. Sur l'instant... vous vous dites, est-ce qu'on se tire pas une balle dans le pied? On a été tricard après Independenza, ça a duré une dizaine d'années. Ils nous ont dit après les victoires que c'était une surprise pour tout le monde. Bon, après... Je pense que tu vois, des trucs qui passent mal à une époque, après tu le regardes avec le recul, tu dis, bon, c'est pas si grave que ça. On parlait du concept de l'indépendance dans la musique. Et moi, avec un petit côté politique, mon histoire de France à moi commence par un génocide, c'est pensée Mossad, roman, c'est une revanche impossible. Ça poussait les gens à lire quelle est la réelle histoire de France, du lieu où vous êtes là. La France est arrivée ici en brûlant les forêts, en tuant les gens. Mais ça, après c'est un autre sujet, mais on se voit que c'est toujours très compliqué de toute façon même de parler du passé de la France, tu vois, et de l'affronter en fait un peu droit dans les yeux, parce qu'on le voit encore récemment. Moi, je suis pour l'affronter, parce que justement, quand tu n'en parles pas, ça donne toutes les polémiques à deux balles qu'il y a en ce moment, parce qu'on n'a pas accepté, tu vois, les Américains, ils vont faire 20 films sur la guerre du Vietnam, exactement. Sur les conneries qu'ils ont faites, sur les expériences qu'ils faisaient sur l'opération MK Ultra, où ils droguaient les soldats, ils sont finis par se tirer dessus. Il y a eu des films dessus. Bien sûr. Nous, on n'accepte pas. Et moi, je trouve que c'est pas la faiblesse de la France, c'est la force de la France, ce serait d'accepter qu'elle a été le passé colonial et qu'on puisse avancer. Moi, je me suis aperçu, ma France rêvée, elle était le 12 juillet 1998, elle est partie le 13 juillet avec Footix. Ça a duré un soir. Un beau soir, par ailleurs, mais effectivement, c'était éphémère. Donc bon, après... Là, c'est vrai que... je parle rarement en ce moment-là. Je dis non à tout. Il n'y a rien à raconter dans les médias actuellement, donc je préfère rien dire. Si un jour tu as envie de parler plus longuement, en tout cas, notre porte est ouverte, évidemment. Si un jour. Ah oui. Voilà. C'est faisable, mais après, je veux dire, il y a des soucis entremêlés. Il y a un souci d'éducation, de background culturel, d'effondrement des connaissances et du QI, c'est une réalité. Hein. La télé-réalité et les réseaux sociaux, ils ont fait beaucoup plus de mal que ce qu'on pense. Hein. On ne mesure pas. Hein. Tous les pays où il y a l'utilisation de ces médias-là, c'est une catastrophe politique derrière. Hein.
En tout cas, ça a des vrais impacts, même sur le cerveau. Exactement. C'est pas être réac que de dire ça, c'est une réalité, de toute façon, Non, tu le vois. c'est une réalité. Et à l'époque, quand on parlait de la télé-réalité, les gens ils disaient ah, putain, ils sont aigris. Oui. Non, c'est de la merde. Moi, je vivais aux États-Unis, il y avait déjà la télé-réalité, les inventeurs de la télé-réalité, c'est plus ou moins MTV. Oui, bien sûr. Avec leur émission là, au début des années 90 où tu prenais des étudiants, ils les mettaient dans les bus, ils leur faisaient faire le tour des États-Unis et au bout de civils, ils se battaient. C'est une expérience sociale. Hein, Complètement. Ceux qui ont fait ça avant, c'est les nazis. Hein. Ils n'ont pas fait télé-réalité. Ben, ils ont fait des expériences sociales. Ou alors les Américains, les expériences de 1000 grammes, c'est une vraie expérience sociale. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, les résultats de 1000 grammes sont même en dessous de la réalité actuellement. Hein. On peut être à plus de 80% de gens qui envoient l'électricité. Hein. On va au stade. Ouais, on attend à Londres, je crois, non? Parler de musique et de football, c'est... Ouais. C'est qui le joueur pour toi emblématique de l'OM, si tu dois en choisir un? C'est dur ça. J'avais pensé de poser la question plus tard aussi, Waouh. vu qu'on sera au Vélodrome. Oh, ça c'est tellement. Si tu dois en prendre un. C'est générationnel, moi je me jette, je te dis à Buddy Pelé. Ah, Buddy Pelé. Ah ouais, ouais. Par exemple, c'est Mamadou Niang. Ah ouais, légende du club, bien sûr. Mamadou. C'est vrai. Votre meilleure attitude? Allez. Ben, c'est celle-là. Les mains dans les poches, mairie de Marseille, bonjour.